vous frôlez la mort. Un jour, vous sortez de votre corps carrément. Vous vous retrouvez scotché au plafond et vous voyez en dessous, sur votre lit. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Ségolène de Margerie. Bonsoir. Ségolène de Margerie, rebonsoir. Vous êtes née le 2 juillet 1972 à Enghien-les-Bains. Père ingénieur en informatique, mère femme au foyer. Vous grandissez à Levallois-Perret, puis à Paris. Scolarité classique, puis école de communication. Vous entrez dans un cabinet conseil, mais vous vous ennuyez. Pourquoi? Au bout de 5-6 ans, ouais. J'avais envie de faire autre chose. Vous démissionnez? Oui. C'est à cette époque que vous rencontrez Jean-Charles. Vous vous mariez en 1996, vous avez 24 ans, et votre obsession, c'est d'avoir 4 enfants. On s'était mis d'accord, on voulait une famille nombreuse. Ouais. Et, ouais. Pourquoi 4? Alors vous dites, je ne sais pas, je me suis toujours vu avec 4 enfants. Oui. Non mais voilà. Voilà, oui. Ça fera plaisir à Guillaume Pelletier. J'en ai 4 d'ailleurs. Oui, bien sûr. Moi aussi. Mais là, 2 ans plus tard, vous ressentez une immense fatigue qui s'abat sur vous. Vous avez du mal à monter les escaliers. Essoufflement, en fait plusieurs symptômes, mais qu'on ne reliait pas les uns aux autres. Vous avez des éruptions cutanées, des démangeaisons, des bronchites, des otites à répétition. Alors les médecins vous prescrivent des antibiotiques, mais en fait ça ne change rien. C'est comme ça pendant 8 mois avec des examens à répétition. Prise de sang, radio, scanner. Aucun médecin ne pense à relier entre eux ces différents problèmes de santé. Exactement. En fait. Et c'est un kiné qui découvre que vous avez un ganglion dans le cou. Il vous conseille évidemment de faire une biopsie. Et le diagnostic tombe le 30 novembre 1998, cancer des ganglions, ce qu'on appelle la maladie d'Hodgkin. Alors c'est très rare, hein, il y en a 2000 cas donc, par an en France, 0,5% des cancers déclarés, donc c'est très très peu. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Sur le moment, les mots cancer et chimio qui cognent. Enfin, je ne pensais pas du tout que ça pouvait être sérieux. On m'avait parlé de mononucléose, de tuberculose, de maladie tropicale, de n'importe quoi d'ailleurs. Et je pensais Personne n'avait pensé à ça. Et dès le début, vous vous dites, je guérirai. Le chirurgien qui m'a annoncé ça a trouvé les mots justes. Déjà, tout de suite, il m'a dit que c'était une maladie dont on guérissait. Donc, c'était plus facile aussi de rester positive. Finalement, il vous parle d'une autre patiente. Voilà. Et il vous dit, par rapport à l'autre, vous, c'est moins grave, ce qui fait toujours plaisir quand on est malade, évidemment. Bon. Pour moi, c'était une évidence. C'était un mauvais moment à passer, un obstacle à franchir. Mais j'allais guérir. Voilà, je ne voyais pas les choses autrement. Et c'est ces petites flammes d'espoir là que j'avais en moi et qui m'aidaient à avancer, à voir plus loin et au jour le jour, quoi. Alors pourtant, vous avez des ganglions partout. Il y en a certains qui sont gros comme des oranges et qui vous compriment les poumons. Donc c'est pas rien, quand même. Ça m'a fait un drôle d'effet quand on m'a montré le scanner. Du coup, d'avoir l'image de la maladie que je ne ressentais pas physiquement. C'est vrai que ça fait un drôle d'effet. Mais le pire reste à venir. Les médecins vous annoncent que vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfants parce que ce traitement interdit donc d'avoir des enfants. Vous êtes dévasté. Vous continuez à dire « je veux 4 enfants ». Il y a une solution, c'est congeler vos ovocytes. C'est encore au stade expérimental à l'époque, mais vous le faites. Vous dites, j'ai rien à perdre, de toute façon. Exactement. À l'époque, ça se faisait que sur les animaux, en fait. Oui. Alors, on vous place un cathéter interne sous la clavicule gauche, et puis les séances de chimio vont commencer. Ça va durer 1 an, 2 à 3 heures chaque fois. Heureusement, j'arrivais entre chaque chimio à reprendre une vie à peu près normale. Vous retapez entre chaque chimio, effectivement. Alors, pour éviter que vous perdiez vos cheveux, on vous place un casque de glace. Et ça, c'est de la torture pure. C'est de la torture. Et j'ai tenu jusqu'au bout. Il y a une vieille femme qui vous dit, moi, je préfère perdre mes cheveux qu'avoir ça sur la tête. Insupportable. Et c'est vrai que déjà, quand on garde un glaçon longtemps sur la tête, c'est dur à supporter. Mais là, c'est la tête entièrement prise dans un casque glacé. Alors, vous découvrez aussi les effets toxiques de la maladie sur le couple. Vous perdez tout votre système pileux, sauf vos cheveux, évidemment. Mais surtout, votre poids descend à 45 kilos pour 1m65. Donc, vous êtes d'une maigreur incroyable. Oui, ça va avec. On se sent vraiment faible.
c'est une fatigue. Ouais. Enfin, voilà, c'est un ensemble. Et là, votre mari, Jean-Charles, commence à parler de divorce, quoi. Bon, il l'a évoqué, c'était pas du quotidien, parce que bon, ça détruit d'autres choses. La chimio, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que physiquement, déjà, ça détruit le désir, ça détruit le côté technique, et c'est vrai que ça joue dans une relation. En janvier 2000, la chimio est terminée, mais il reste quelques cellules cancéreuses, ce qui vous oblige à faire une radiothérapie qui vous brûle l'œsophage au 2e degré. Mais ça marche. Alors, au départ, je l'ai vécu un peu comme une récréation parce que c'était pas douloureux comme la chimio. Donc, j'allais tranquille. Mais c'est vrai que c'est au fur et à mesure, en effet, les effets ont été beaucoup plus douloureux et j'étais obligée d'avoir des patchs de morphine et c'était plus difficile à supporter. Alors là, vous allez pouvoir lancer la fabrication du 2e enfant. Vous dites « Mon corps tout entier est en manque de maternité. Hélas, la joie sera de courte durée. » Un scanner arrive et on vous dit « C'est la rechute. » Et là, c'est un coup de massue sur la tête, quoi. Pour moi, c'était terminé. Et alors là, le coup de massue. Le coup de massue, parce qu'on sort déjà de quelque chose de difficile. On n'a pas du tout envie d'y retourner. Surtout que les médecins ont été clairs dès le départ en me disant « Ça n'a absolument rien à voir. Les traitements sont différents. On va cogner fort cette fois. » Alors je dis « Déjà, c'était pas mal. » Voilà, donc, là, c'est le traitement de la dernière chance. Vous êtes obligé d'être interné en hôpital, perfusion 24 heures sur 24, en chambre stérile. Et là, vous frôlez la mort. Un jour, vous sortez de votre corps carrément. Vous vous retrouvez scotché au plafond et vous voyez en dessous, sur votre lit. J'étais complètement paralysée, en fait, très, très affaiblie. Et c'est surtout que j'étais enfermée dans la douleur, vraiment très douloureuse. Et je me suis vue sur mon lit et... C'était comme si je planais et que je ne ressentais plus rien. J'ai senti la sensation de pouvoir se laisser aller. Je me suis dit, en fait, ce serait facile de baisser les bras et d'être attirée par ce manque de douleur et quelque chose de presque naturel. Mais et non, là c'est comme si j'avais entendu une petite voix... mon fils qui m'appelait. Et il dit non, ma place, elle n'est pas là. Tant pis, j'accepte les souffrances, mais c'est pas le moment. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que de l'extérieur, les médecins observent évidemment que vos constantes vitales sont proches de la mort à ce moment-là. Et puis, vous revenez dans votre corps et vous avez vécu, en fait, ce qu'on appelle une NDE, une Near-Death Experience, quoi. Vous êtes pratiquement morte, quoi. Quand j'ai ouvert les yeux après, j'ai vu le lit de ma voisine qui était rentrée chez elle. Et je me suis dit, en fait, j'ai essayé de tourner la tête difficilement vers le plafond. Mais qu'est-ce que je faisais là-haut? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Mais j'ai surtout ressenti d'un coup la douleur qui était revenue. Et c'est ça qui est frappant. Vous dites, je ne pouvais pas mourir puisque j'avais encore 3 enfants à faire. C'est assez bien. Lors d'un week-end où, exceptionnellement, vous êtes autorisé à rentrer chez vous, vous décidez de vous faire raser la tête, parce que là, ce coup-ci, évidemment, vous commencez à perdre vos cheveux. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis sentie malade. Parce que même par rapport à la première année de traitement, on essaye toujours de vivre comme si. Et là, le fait de ne plus pouvoir cacher la maladie physiquement, ça, c'est vrai que c'est terrible. Et lorsque votre fils Tanguy vous voit, vous fondez en larmes, et lui vous dit « T'es belle, maman, tu sais, tes cheveux, ils sont juste partis en vacances. » Alors ça, c'est un moment d'émotion fort, parce que j'essaie de me retenir, je voyais les cheveux qui jonchaient le sol, et là, nos regards sont croisés. Et là, j'ai pas pu résister. J'ai vraiment fondu en larmes. Ça devenait concret, et je me sentais la plus laide au monde. Et alors là, mon petit bout de chou qui me saute au cou et qui me dit « Belle maman, je t'aime. Et t'inquiète pas, ils sont juste partis en vacances, ils vont revenir. » Formidable. Et quand on voit ces réactions, ça aide aussi à garder un pied sur terre. Alors là, vous devez subir une autogreffe de moelle épinière, donc retour en chambre stérile sans Tanguy. Un jour, il vous appelle et vous lui dites « Parle, mon bébé, je sais que c'est dur. » Et lui, il dit « Non, c'est toi qui parles, maman. Parle sans t'arrêter. » C'était un moment où on est resté plus d'1 heure au téléphone. Et c'est vrai que pour lui, il avait 3 ans et demi, et finalement, j'avais été malade pendant presque toute sa vie. Et donc, c'était un moment où il dit stop, là, c'est plus possible. Donc, ce jour-là, vous parlez 1 heure, et au bout d'1 heure, il vous dit « Encore combien de jours, maman ?» Ce qui est le titre du livre que vous avez publié pour raconter votre expérience. Et un jour,
un agent de maintenance que vous aimez bien. Il ouvre la porte en grand comme ça, Voilà. Et j'ai pas réalisé tout de suite que il y avait plus le masque, la Charlotte, que la porte était ouverte parce que c'était. Oui, il n'était pas bien en cosmonaute. Voilà, il n'était pas bien en cosmonaute. C'est vrai que depuis plus de 3 semaines, je voyais que des yeux et des cosmonautes. Et tout d'un coup, et là j'ai réalisé, et c'est lui qui tenait à m'annoncer personnellement que c'était la fin de la Plasie et que j'allais pouvoir bientôt partir. Et donc c'était technicien de surface, comme on dit, donc celui qui fait le ménage, avec qui j'avais eu un très bon contact et voilà, il a amené du sourire dans les chambres et beaucoup d'échanges humains. Et voilà. Il avait dit au médecin, non, c'est moi qui lui annonce. et après, ils étaient tous dans l'encadrement de la porte en disant, ça y est, bravo. 1 an plus tard, vous faites un test de grossesse. Mais là, vous ne voulez pas faire un test à 2 balles dans une pharmacie. Vous allez dans un labo et on vous dit que vous êtes enceinte. Voilà. C'est très symbolique parce que je l'ai appris le 31 décembre, donc c'était vraiment la fin de l'année. C'était bien de tourner la page. On a pu boire le champagne pour une bonne raison. Alors, vous aurez vos 4 enfants, finalement. Vous avez réussi, bravo. Oui, alors c'était pas gagné d'avance. Vous êtes le premier cas de maternité recensé après un tel traitement, hein. J'aimerais que ça arrive à d'autres. Maintenant que j'ai prouvé que c'était possible, on laisse une petite porte d'espoir. Le pire n'est jamais sûr. Voilà. Merci pour votre témoignage. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.